Bienvenue sur S'ouvrir à l'amour, le podcast qui va t'aider à transformer ta vie amoureuse. Je suis Sandy Kaufmann, coach de vie certifiée. Sur ce podcast, je t'aide à comprendre et à changer tes mécanismes en amour afin de rencontrer la personne qui te correspond et construire une relation de couple épanouie. Tu y trouveras des réflexions, des exercices concrets tirés de mon activité de coach et de l'approche psycho-corporelle que je pratique, ainsi que des conversations inspirantes avec des experts ou des personnes comme toi et moi qui t'expliqueront leur chemin personnel pour s'ouvrir à l'amour. Tu écoutes l'épisode 13 avec Catherine la psy. Est-ce que je suis dans une relation toxique ou avec une personne toxique ? Alors, je suis très contente d'avoir pu interviewer Catherine la psy parce que déjà, j'adore ce qu'elle fait sur Instagram et aussi pour parler d'un sujet que je reçois beaucoup dans vos demandes, que ce soit par Instagram ou par le biais du podcast, sur qu'est-ce que c'est vraiment une relation toxique, qu'est-ce que c'est un pervers narcissique et comment on peut s'en sortir. Donc je t'en dis pas plus, n'hésite pas à partager l'épisode avec une personne de ton entourage que tu penses qui en a besoin. Je me réjouis de continuer l'échange avec toi sur Instagram, des points en fait qui t'ont parlé, des prises de conscience que tu as faites. Voilà, je t'en dis pas plus et place à l'interview. Aujourd'hui, je suis très honorée d'avoir Catherine la psy comme invitée, qui est psychologue spécialisée en analyse transactionnelle et trauma, et elle fait notamment le MDR. Et j'adore en fait son compte Instagram Catherine la psy parce que je trouve qu'elle enlève beaucoup de tabous qu'on peut avoir sur la psychothérapie et elle vulgarise un peu les grands principes de la psychothérapie et le but en fait que tu as, c'est que finalement tout le monde se sente à l'aise d'y aller et je trouve que c'est quelque chose de super beau parce que moi j'ai commencé mon chemin justement avec une psychothérapeute cognitive. Et j'avoue que avant, en fait, de me lancer, j'ai vraiment dû atteindre le fond. Donc, je faisais des crises de boulimie et j'ai vraiment dû me dire que j'avais un gros problème pour y aller. Et je trouve que c'est dommage parce qu'une fois que j'ai commencé, je me suis dit, mais c'est pas possible. En 3 mois, j'ai réussi à résoudre mon problème. Et je trouve que c'est super important ce que tu fais parce que finalement, il n'y a pas de mal à se faire aider. Je pense qu'on devrait tous passer par là parce que ça transforme la qualité de sa vie. Bienvenue, Catherine. Merci beaucoup, Sandy, de m'avoir invitée. Je suis très contente de venir parler avec toi du sujet que tu vas nous révéler parce que c'est un sujet important. Et tu disais que tu avais des demandes dans ton audience, mais effectivement, c'est le cas pour moi aussi. Donc, on va pouvoir discuter de ça ensemble. Oui, alors le thème que j'avais envie de parler avec toi, c'est le sujet des relations toxiques, des pervers narcissiques. Et en effet, c'est principalement les demandes que je reçois dans mon Instagram également, où les gens se sentent vraiment dans des relations insatisfaisantes. Et ce mot de pervers narcissique, il est presque devenu pour moi très à la mode, presque trop à la mode. Et j'avais vraiment envie de voir avec toi quelles sont les distinctions, parce que personnellement, de toutes les personnes que j'ai accompagnées, j'ai plus souvent vu des personnes qui étaient dans des relations toxiques et les personnes qui étaient vraiment avec des personnes toxiques, elles n'en avaient presque pas conscience elles-mêmes. Elles venaient pour arranger la relation, elles se sentaient fautives et responsables de la relation. Donc, c'était vraiment pas des personnes qui sont venues avec le mot de pervers narcissique. Et j'avais envie de regarder ça avec toi parce que je trouve que là, il y a aussi parfois on va en parler tout à l'heure, des limites entre le coaching et la psychothérapie. Donc voilà, je suis très contente de t'avoir et je vais commencer directement avec la première question. Pour toi, quelle est la manière ou quels sont les signaux d'alerte qui permettent d'évaluer la toxicité d'une relation ?
Alors, comme je le dis souvent, le curseur principal qu'on a, nous, en tant qu'être humain, c'est notre sensation, c'est notre émotion, comment on se sent dans la relation avec qui on est. Alors là, on peut parler en plus d'une relation amoureuse, mais aussi bien une relation professionnelle qu'une relation d'amitié, quelles que soient les relations, et de se poser la question, comment je me sens moi dans cette relation? Alors évidemment, il y a plusieurs niveaux de toxicité, hein. C'est pas tout à fait pareil si on a quelqu'un qui nous fait jamais de compliments ou si on a quelqu'un qui nous insulte ou voire qui nous frappe. Voilà, évidemment, on est d'accord que il y a des degrés, mais néanmoins déjà le simple fait que on se sente pas très bien dans la relation, ça peut déjà être un signal. Alors c'est vrai que il y a des personnes selon leur profil de personnalité, selon les traumatismes qu'on a vécus, on peut avoir une sorte de sensibilité extrême. Parfois, il y a un autre terme à la mode qui est l'hypersensibilité, mais en tout cas le trauma crée de l'hypersensibilité, et donc on peut être très sensible et se sentir facilement pas bien dans les relations. Néanmoins, même si c'était le cas, ça signifie qu'il y a quelque chose qui va pas. Et ça ne veut pas dire qu'on est avec quelqu'un qui est toxique et que nous-mêmes on est toxique. Ça veut dire que ces deux personnes, à ce jour, ça matche pas. Peut-être dans plusieurs années, quand chacun a réglé ses trucs, ça pourrait matcher. Peut-être ça matchera jamais. Mais en tout cas, le curseur principal, c'est vraiment si de manière durable, je me sens pas bien dans cette relation, alors je pense que ça vaut vraiment le coup de l'écouter. J'insiste là-dessus parce que régulièrement, en tout cas moi dans mon domaine, dans mon audience, il y a des gens qui disent oui, mais comme je ressens ça souvent, je me fais pas confiance à ce que je ressens. J'ai envie de vous dire, c'est pas grave si ça arrive souvent. Si ça arrive souvent, d'ailleurs, il y a même probablement quelque chose à traiter par rapport à ça pour que vous puissiez vous sentir mieux dans les relations. Donc vraiment, pour moi, le curseur, c'est comment on se sent. Alors après, il y a des petites choses un peu plus objectives dans l'atelier en ligne que j'ai créé qui s'appelle Se protéger des relations toxiques. On a créé avec mon conjoint avec qui je travaille là-dessus, ce qu'on appelle un souffranceomètre. Donc en fait, c'est un document visuel dont on s'est inspiré du violentomètre que tout le monde connaît, sauf que là, on l'a appliqué à la relation et à comment on se sent. Et donc, en fonction de comment on se sent, voilà, on est soit dans le vert, soit dans le rouge. Donc évidemment, si on commence à avoir l'impression que quelqu'un nous dévalorise tout le temps, quelqu'un qui nous valorise jamais aussi, ça peut jouer, parce qu'on a besoin d'être reconnu et valorisé, d'avoir des signes de reconnaissance. Ça, c'est un besoin humain. C'est pas que du narcissisme égocentrique. Et puis voilà, si on est avec quelqu'un, ça va à sens unique. Si on est avec quelqu'un, alors là pour le coup, où commence à y avoir de la violence verbale, psychologique. Alors là, bon, de toute façon, on en reparlera peut-être un peu tout à l'heure, mais là, il faut fuir tout de suite. Voilà, donc il y a des degrés divers, mais vraiment faites confiance à ce que vous ressentez, même si ça arrive souvent. Et du coup, si ça arrive souvent, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à vous à traiter, parce que peut-être dans votre histoire, vous avez été trahi, vous avez été rejeté, etc. Vous avez des traumatismes relationnels. Alors, dans le jargon technique, on va plutôt dire un traumatisme d'attachement en psychothérapie, mais c'est un traumatisme dans la relation. Et donc, c'est normal que notre cerveau, après, quand il a vécu des trucs comme ça, dès qu'il rentre en relation, il se sent pas à l'aise parce qu'il se méfie. Bon, dans ce cas-là, ça nécessite d'être traité, c'est super important. Et comme ça, après, on peut avoir des relations plus sereines. Enfin, en tout cas, vraiment, pour moi, le curseur, c'est qu'est-ce que je ressens? Est-ce que je me sens bien? Est-ce que je me sens pas bien? Et c'est ça qui va dire si, dans cette relation, on est bien ou pas bien. Oui, et qu'est-ce que tu penses, en fait, si ton entourage te communique aussi assez régulièrement, mais depuis que tu es avec cette personne, t'es plus la même, ou on te voit plus. Est-ce que ça pourrait être également un indicateur? Quel est ton point de vue? Alors, je dirais que ça dépend. Ça dépend parce que, en fait, la perception de chacun est différente. Et puis, il y a aussi les gens qui vous connaissent et ceux qui vous connaissent pas. Donc, si ce sont des gens qui ne vous connaissent pas, qui vous disent ça, peut-être vous pouvez l'avoir dans un coin de votre tête et seulement commencer à vous dire qu'il y a peut-être quelque chose si plusieurs personnes vous disent ça. Mais si effectivement il y a des personnes qui vous connaissent bien et qui commencent à vous dire que vous avez changé, vous n'avez pas l'air bien, vous devenez un peu plus dépressif, angoissé, stressé, etc., je pense que ça vaut le coup de s'y pencher, de discuter avec ces personnes, qu'ils essayent de nous donner des éléments un peu plus objectifs. Néanmoins, faut avoir en tête, et peut-être tu l'as vu dans tes accompagnements aussi, des personnes qui sont pas prêtes à entendre ça, vous pouvez leur dire ce que vous voulez,
elles l'entendront pas. Donc, c'est plutôt si vous l'entendez et que ça vous met la puce à l'oreille, vous pouvez vous poser la question. Après, dites-vous aussi que s'il y a qu'une personne qui vous dit ça, peut-être que c'est quelqu'un qui n'aime pas la personne avec qui vous êtes. Il peut y avoir des enjeux relationnels pour cette personne-là aussi. Peut-être vous étiez proche avant et puis elle a l'impression que depuis que vous êtes proche de cette personne, vous l'êtes moins, etc. Donc, voilà, vous pouvez l'avoir en tête, mais vous n'êtes pas obligé de croire tout ce qu'on vous dit si vous n'avez pas de sentiment désagréable à l'intérieur. Après, si quand on vous a dit ça, vous vous questionnez et vous vous rendez compte que si, il y a peut-être des choses qui sont compliquées, que c'est peut-être pas si rose que ça, etc. Oui, et puis surtout, s'il y a plusieurs personnes qui vous le disent, alors peut-être ça vaut le coup de se poser la question. Mais néanmoins, vous êtes la seule personne quand même à savoir ce qui se passe pour vous. Vous êtes la meilleure personne qui peut déterminer ce qui se passe pour vous. Les autres peuvent avoir un avis, mais c'est vous l'expert de votre vie, hein. Même en thérapie. Je veux dire, moi, je suis en tant que thérapeute et tous mes collègues aussi, nous, on est des spécialistes techniques, mais les gens sont des spécialistes de leur vie. Moi, je sais jamais mieux que mes patients ce qu'ils ressentent. Je peux les aider à exprimer ce qu'ils ressentent, mais je pourrais jamais savoir mieux que ce qu'ils ressentent. Donc, quand même garder ça en tête. Oui. Donc, c'est en fait un indicateur, ça peut être cette multiplication de signes et puisque comment la personne, elle le perçoit elle-même, en fait. Oui, je dirais ça, oui. Et donc, la première question que j'aimerais te poser, c'est finalement, c'est quoi la différence entre une personne toxique, donc ce qui inclut le fameux pervers narcissique, et une relation toxique? Alors, dans une relation toxique, il peut y avoir deux personnes qui sont pas toxiques. C'est-à-dire que, en fait, il y a des relations qui fonctionnent pas bien parce que des traits de caractère, parce que des traumatismes qui se répondent et qui se déclenchent l'un l'autre avec l'autre personne, parce que la personne inconsciemment, elle réveille trop de choses d'une autre personne que vous avez connue. Donc vous pouvez ne pas du tout être toxique et la personne en face non plus, mais la relation, elle va pas du tout. Vous n'arrivez pas. C'est même pas que la relation marche pas, c'est que la relation fait mal. C'est ça une relation toxique, hein. C'est une relation qui fait mal. Durablement. Parce que bon, voilà, on peut se disputer avec des amis, etc., sans que ce soit toxique, mais c'est vraiment ça. Alors après, il faut avoir en tête que le terme de relation toxique, c'est un terme vulgarisé déjà, c'est un terme grand public. Ça n'existe pas, hein, une relation toxique dans les diagnostics en psychologie ni en psychiatrie. Donc voilà, c'est juste pour dire qu'une relation toxique, c'est une relation qui fait souffrir et on peut tout à fait ne pas être toxique soi-même, mais se retrouver dans une relation qui nous fait mal. Je suppose qu'à partir d'un certain âge, on l'a tous vécu. En tout cas, moi, j'en ai vécu un certain nombre. Je pourrais même dire que peut-être à une époque de ma vie, j'étais toxique et je vais l'expliquer aussi, pour diverses raisons. Ça ne veut pas dire que je suis une mauvaise personne, ça ne veut pas dire que je suis perverse narcissique non plus. Voilà, je vais le détailler un petit peu après. Mais voilà, une relation toxique, c'est vraiment une relation qui fait souffrir, mais c'est pas forcément que soi-même, on est une mauvaise personne en soi. Après, il y a la question de la perversion narcissique. Donc ça, c'est une question, alors comme tu dis, un peu à la mode. Néanmoins, moi, j'aime bien les termes psy à la mode parce que ça permet de faire connaître certaines choses. Tu disais tout à l'heure, il y a des gens qui viennent te voir et c'est dans l'accompagnement qu'ils commencent à se rendre compte qu'ils sont dans une relation toxique. Et c'est peut-être grâce à cette mode du pervers narcissique. Alors bien sûr, je suis d'accord avec les gens qui disent oui, quand il y a des termes à la mode, après, tout le monde, c'est des diagnostics que tout le monde se met. En plus, on fait de l'autodiagnostic alors qu'on n'est même pas spécialiste de la question. Oui, c'est vrai, bien sûr. Mais en même temps, ça permet de faire connaître au grand public certaines situations qui font que on va pas bien et on est légitime à aller être aidé. Alors, le pervers narcissique, c'est pareil, ça n'existe pas en termes diagnostiques, hein, on ne peut pas diagnostiquer ça en psychiatrie, ça n'existe. Et évidemment, il y en a beaucoup moins que ce qu'on décrit. Il y a même des personnes qui disent que ça n'existe pas du tout parce que même les personnes qui sont vraiment, entre guillemets, toxiques, c'est-à-dire qui font du mal à quasiment toutes les personnes de leur entourage, en fait, ce sont des personnes qui ont des traumatismes tels que, en fait, c'est leur mode de protection. Alors après, ça n'enlève pas le fait que ça fait du mal quand même. Mais voilà, il y en a beaucoup, beaucoup moins que ce qu'on pense. Et il y a beaucoup plus de relations toxiques que de personnes toxiques. Donc ça, c'est vraiment la nuance que je voudrais faire. Et puis souvent, alors déjà, les vrais pervers narcissiques, bon, alors c'est assez difficile de savoir effectivement est-ce que ça existe vraiment, ce qu'on décrit ou pas, parce que on les voit pas en thérapie, hein. Et quelqu'un qui vraiment serait toxique avec tout son entourage, même s'il vient en thérapie, va venir 2 fois, 3 fois. Et puis du moment où nous, comme en thérapie, un peu comme toi en coaching, on confronte les gens, c'est-à-dire on peut traiter que les personnes qui sont en face de nous. On peut pas traiter les autres. Donc quelqu'un qui est dans la perversion narcissique, si on considère que ça existe, il va nous dire il faut traiter ma femme, il faut traiter mes amis, il faut traiter mes enfants. Et quand on va commencer à dire que ça, on peut pas le faire, on peut s'occuper que de lui, ça n'intéresse pas parce que lui, il a pas de problème. Pas lui ou elle d'ailleurs. Donc en fait, on les voit pas, donc c'est très difficile de savoir ce qu'il en est réellement. Donc, par contre,
personne toxique, moi je pense que ça existe et je disais tout à l'heure, je pense que je l'ai été. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand on n'est pas bien dans les relations, quand on est très échaudé parce qu'on a vécu des traumatismes relationnels, donc on se méfie énormément et on peut être piquant, attaquant pour se défendre, pour se protéger et du coup, c'est pas très agréable pour les autres. Moi, à une époque de ma vie, j'étais vraiment pas bien. Souvent, j'en parle sur mon compte Instagram justement pour aider aussi les gens. Je partage mon expérience d'il y a 20 ans. J'ai souffert d'un trouble anxieux généralisé. Et du coup, j'étais pas bien du tout dans mes relations. J'étais assez agressive. Je faisais clairement jamais de compliments. Je valorisais pas les autres. J'avais besoin, moi, aussi de me valoriser. Je me comparais beaucoup et j'avais besoin de faire sentir aux autres que, soit que j'étais mieux ou plutôt que j'étais quelqu'un de super, quoi. Mais du coup, c'était pas contre l'autre, mais en fait, en réalité, ça dévalorise l'autre, quoi. Donc, c'est pour expliquer que c'est pas non plus quelque chose à que diaboliser. On peut être toxique dans ses relations. Ça veut pas dire qu'on est une mauvaise personne, mais ça veut dire qu'on est en gros inapte dans nos relations. On s'y prend pas bien parce que probablement on a des traumatismes ou alors on a eu des modèles. C'est-à-dire quand vous avez eu des parents qui se disputent de manière violente sous vos yeux toute votre vie, il n'y a aucune raison que vous sachiez être dans une relation sereine. Je veux dire, c'est pas génétique l'apprentissage des relations, hein, ça s'apprend. Donc si vous avez eu un modèle extrêmement violent, c'est sûr que ça va être compliqué. Donc voilà, pour dire que on peut avoir une relation toxique sans être toxique soi-même. On peut être toxique soi-même sans être dans la perversion narcissique et faire du mal aux autres, mais néanmoins, on va en thérapie. Moi, j'étais en thérapie, alors pour le coup, pendant de nombreuses années, bien plus que 3 mois. J'ai fini par traiter, bien sûr, tout ça, mais voilà, c'est pas pour ça que j'avais pas de valeur. C'est juste que j'étais traumatisée, quoi. Et puis après, alors la perversion narcissique, qui peut éventuellement être un diagnostic, mais ça, un diagnostic. Non, justement, c'est pas un diagnostic psychiatrique, mais qui pourrait être une dénomination. Mais c'est très difficile de savoir. On peut pas les étudier pour savoir si quel type de personne c'est, etc. Donc on peut faire des hypothèses, mais en revanche, moi je trouve quand même toujours bien ces histoires de entre guillemets de mode parce que ça a permis ce terme, il a permis à des gens qui se sentaient pas bien dans des relations d'avoir un tilt et de se dire ah oui, il y a peut-être quelque chose que je devrais faire parce que si je suis dans cette relation, peut-être que j'ai une tendance à accepter des relations qui sont douloureuses et ça serait peut-être bien que je sois pas dans la soumission ou que je sorte de ça. Donc quelque part, ça fait connaître quand même au grand public la légitimité finalement des souffrances et donc voilà, même si c'est imprécis, même si c'est pas un diagnostic psychiatrique, de même que l'hypersensibilité, ça rend légitime la souffrance, moi je trouve, et donc ça aide toujours les gens. Et donc la principale différence, c'est la personne toxique. En gros, elle serait toxique avec tout le monde. Ouais, on pourrait dire ça. On va dire ça, je banalise, j'essaie de résumer. Et la relation toxique, c'est quand deux personnes prennent un rôle qui finalement rend la relation, moi j'appelle ça perdant-perdant. Oui, tout à fait. Parce qu'il y a de la souffrance, parce que c'est pas sur le long terme en fait. Oui, on pourrait résumer comme ça, effectivement. Après, la question, si on voulait être vraiment précis, c'est est-ce que ça existe vraiment des personnes qui sont toxiques avec tout le monde ? Parce que même des patients à qui ça peut arriver que c'est difficile les relations, ou même moi dans le passé, il y a des gens, quand les gens sont très bien dans leur basket, à la rigueur, vous pouvez être agressif, machin, ils arrivent à vous aider à vous calmer et à parler autrement, etc. Donc, effectivement, par contre, ça nécessite qu'ils soient sereins, etc. Mais je crois qu'il y aura toujours des gens pour qui on ne sera pas toxique. En tout cas, bon, c'est difficile à vérifier. Il n'y a pas trop d'études sur le sujet parce que j'expliquais tout à l'heure pourquoi c'est compliqué. Mais disons, si on voulait les caricaturer un peu pour être un peu plus précis, oui. Mais pour moi, dans la plupart des cas, au cabinet, vraiment, les gens peuvent venir en disant, je suis victime de telle situation, etc. Mais en fait, on se rend compte petit à petit que c'est la relation qui est toxique et que en traitant notre capacité à dire stop, à mettre des limites, à partir quand vraiment on est en danger, parce que pour certaines personnes, elles sont en danger, c'est très important de partir dans ces cas-là, parce qu'on va pas réparer des gens, on va pas réparer les traumatismes des gens, surtout quand c'est pas notre métier, mais même quand c'est notre métier, quand c'est nous qui sommes dans la relation, je veux dire, moi je suis pas apte à traiter les relations dans lesquelles je suis, hein, j'ai besoin de mon psy à moi pour ça, donc vraiment... il y a des moments où il faut partir, mais il y a des personnes à qui on n'a pas appris où était la limite. Donc, c'est très important après de pouvoir se protéger avec ça. Oui, une personne vraiment, si elle pense qu'elle est avec une personne toxique, est-ce que la seule solution, c'est de partir ?
Bah, à nouveau, ça dépend du degré de toxicité. On peut se dire, bon, je suis dans une relation un peu toxique, alors dans le sens où on se tire pas trop vers le haut, mais quand même, on s'aime. Il y a des choses, là je parle de relation de couple, mais ça pourrait être dans d'autres relations aussi. Voilà, il y a peut-être des choses à travailler. Auquel cas, si c'est un couple, on peut aller en thérapie de couple. Si c'est dans le milieu professionnel, on peut prendre un coaching professionnel où on peut aller parler avec le collègue ou la collègue. Et puis, il y a d'autres relations où vraiment, là, on parle de danger et de violence. Alors là, à ce moment-là, ça signifie quand même qu'il y a beaucoup de choses à traiter et que probablement les blessures sont telles que même quand les personnes iront mieux, ça va pas être possible. Donc, il y a des moments, effectivement, il faut savoir renoncer pour pouvoir se protéger et avoir une santé mentale. Ça arrive des personnes qui sont très toxiques l'une pour l'autre et puis qui se séparent et puis des années plus tard, elles vont mieux, mais elles peuvent quand même pas être ensemble. Donc, par exemple, quand c'est des couples, ils ont des enfants, ils se séparent, et puis après, chacun a traité ses difficultés, ils vont mieux, mais ils sont chacun avec quelqu'un d'autre, et voilà, ils se sont fait trop mal, c'est plus possible. Donc, voilà, moi, je pense qu'effectivement, dans certaines mesures, partir, c'est la seule option, il n'y a pas grand-chose à faire d'autre. Après, si on estime que c'est possible, il y a la thérapie de couple, il y a la thérapie individuelle, si on estime que c'est soi-même. Moi, j'ai des patients et des patientes qui viennent en disant je suis agressif dans ma relation de couple ou je suis agressif dans ma relation de couple. Donc, c'est pas que les victimes qui viennent. Quand il y a des personnes qui sont capables de reconnaître, voilà, j'ai trop de colère, du coup, des fois, je deviens agressif avec mon conjoint, ma conjointe, je veux traiter ça. Et puis, parfois, c'est d'autres personnes qui disent je sens que j'arrive pas à mettre des limites, j'arrive pas à dire non. Peut-être des fois, j'attise aussi l'autre. Donc, voilà, on peut aussi travailler de manière individuelle si on l'estime possible, mais voilà, travailler à deux. Parce que souvent, les gens, j'entends quelque chose des gens qui disent oui, mais alors c'est moi qui me fais entre guillemets agresser. Alors je parle pas de violence, mais avec quelqu'un dans le sens de quelqu'un d'agressif. Et puis c'est moi qui dois aller traiter. Non, pas forcément. Dites-vous qu'il y a aussi des gens qui se savent agressifs, comme ça a été mon cas, et qui vont le traiter. Et puis aussi des gens qui se savent ne pas savoir mettre de limites et qu'ils trouvent pas ça injuste de l'apprendre parce qu'après ça va les aider dans tous les endroits de leur vie. Donc et puis il y a aussi le travail à deux. Oui, et justement, quand quelqu'un ressent qu'il est comme ça dans une relation toxique, qu'il y a quand même encore des bons côtés dans la relation et qui veut changer, tu as parlé de victime, le triangle de Karpman dessine bien en fait ces jeux psychologiques. Et puis d'ailleurs, on peut aussi changer de rôle selon la relation ou selon la circonstance. C'est quoi pour toi en fait les étapes pour sortir d'une relation toxique? Alors, je veux juste rajouter un truc parce qu'on le dit pas souvent, mais le triangle de Karpman, c'est de l'analyse transactionnelle. Karpman, c'était on pourrait dire un disciple de Berne. Berne qui a créé l'analyse transactionnelle dans les années 60, 50, 60, 70. Et donc, c'est lui qui a développé le triangle de Karpman. Karpman a développé le triangle de Karpman, qui s'appelle aussi le triangle dramatique. Dramatique parce que les jeux psychologiques, ça se termine toujours mal. En fait, c'est un modèle des jeux psychologiques d'Eric Berne. Donc, ça existait déjà avant, les jeux psychologiques, qui sont, en fait, on appelle ça jeu, mais en fait, on s'amuse pas trop, mais c'était une manière de dire que pour Berne, qu'il y a des règles, comme dans un jeu de société. En fait, on connaît les différentes étapes du jeu psychologique. Et donc, lui, Berne, il avait décrit les 5 étapes. Donc, voilà, on travaille tout ça justement dans l'atelier sur les relations toxiques, à la fois les étapes chronologiques, puis à la fois les 3 rôles, persécuteur, victime et sauveur. Et il faut savoir qu'effectivement, si on est victime à un moment donné, ça veut dire qu'on est aussi ou sauveur ou persécuteur, parce que le modèle des jeux psychologiques, c'est qu'on change de rôle. C'est vraiment ça. Et la victime du jeu psychologique n'est pas la même que la victime dans le dictionnaire. On peut tout à fait être une victime du jeu psychologique et ne pas être une victime dans la vraie vie, ou l'inverse. On peut être une victime dans la vraie vie et en fait, dans les jeux psychologiques, on est plutôt persécuteur ou sauveur. Donc voilà, je vais le préciser. Ça, c'est de l'analyse transactionnelle. Vraiment, c'est parce qu'on connaît bien le triangle de Karpman, mais parfois on connaît pas l'analyse transactionnelle. En fait, là, c'est un concept daté. Alors, les différentes étapes, déjà, la première, c'est de s'en rendre compte. Quand on a fait ça, mais on a déjà fait une grosse partie du chemin, quoi, parce que au moins, on va commencer à réfléchir à comment on pourrait sortir de là. Et il y a des personnes pour qui ça suffit, en fait, qui vont se dire, en fait, il faut partir, ou qui vont se dire, bon, en fait, ça me fait du mal, je vais réfléchir à quels sont mes besoins. Donc ça va être une autre étape que parfois certaines personnes arrivent à faire seules. Mais quand on se rend compte qu'il y a quelque chose qui est toxique pour nous, il va falloir qu'on puisse déterminer quels sont les besoins qu'on a dans cette relation. Et alors, besoin, s'il y a des gens qui font de la communication non violente qui nous écoutent,
C'est pas j'ai besoin que elle me prenne dans ses bras, j'ai besoin qu'elle me fasse un compliment, j'ai besoin qu'il fasse ceci ou cela. Ça, c'est déjà une action. Hein, le besoin, c'est quelque chose comme j'ai besoin de tranquillité, j'ai besoin de paix, j'ai besoin de partage, enfin des choses comme ça. Et puis, une fois qu'on aura déterminé les différents besoins qu'on a, il va falloir les mettre en œuvre. Et ça, c'est une étape très importante parce que parfois, on sait ce qu'il faut faire ou ce qu'on voudrait faire, puis on n'y arrive pas. Donc ça aussi, ça peut être tout un travail. Par exemple, je sais que là, je dois dire non, je suis pas d'accord. Ben, ça peut être tout un travail quand on manque de confiance en soi, quand on ne sait pas voilà, mettre des limites, comme je disais tout à l'heure. Donc, il va y avoir différentes étapes. Alors là, ce que je décris est un petit peu grossier parce que, évidemment, chaque cas est différent, chaque situation est différente. Et donc, les étapes vont être différentes en fonction de votre type de personnalité, de votre histoire aussi, des modèles que vous avez, de ce que vous avez appris sur comment ça fonctionne une relation. Parce qu'à nouveau, je le redis, c'est pas génétique, c'est vraiment un apprentissage qui se fait pendant toute la construction de notre cerveau, et notre cerveau il se construit jusqu'à 25 ans. Donc on peut avoir appris des tas de choses et on n'a pas tous appris les mêmes choses. Donc il va y avoir des gens qui vont avoir appris que il faut se méfier, par exemple, si on vous a répété toute votre vie faites attention aux inconnus, voilà, vous êtes peut-être un peu plus méfiant. Si on vous a appris les gens sont gentils, de manière générale, vous n'allez pas réagir pareil que donc chaque personne est différente, les étapes vont être un peu différentes. Ça c'est vraiment tout le boulot en psychothérapie, c'est d'avoir en tête, on pourrait dire, une idée principale d'un certain nombre de choses, mais que on va adapter en fait la situation à chaque personne. Mais néanmoins, pour des étapes un petit peu globales, c'est vraiment ce qu'on a fait dans l'atelier sur les relations toxiques. Quand vous achetez l'accès aux vidéos, donc vous avez alors le programme est sur le site pour les personnes qui voudraient aller voir plus en détail, mais vous avez en gros, on va diagnostiquer qu'est-ce qui est toxique dans la relation au niveau chronologique, comment ça se déroule, le petit film finalement qui est toujours le même. Donc on vous explique comment identifier toutes ces étapes-là. Ensuite, on va identifier quels sont les rôles que nous on joue. Parce qu'à nouveau, on ne peut pas travailler pour changer l'autre personne. Donc là, on est vraiment pour travailler sur soi, notre rôle. Et puis après, on vous a proposé des exercices de visualisation pour identifier vos besoins, pour pouvoir dire ce dont vous avez besoin, et puis commencer à imaginer d'autres manières de faire pour que la relation soit plus toxique ou bien partir s'il faut partir. Oui, et ce que j'aime bien, c'est que finalement, moi, ce que je comprenais par la notion de jeu, en fait, c'est qu'il faut être au moins deux. Enfin, des fois, il y a plus de personnes, mais que si finalement, comme tu dis, quand on prend conscience du scénario qui se répète, du rôle qu'on joue et qu'on décide consciemment de pas jouer ce jeu, automatiquement, la personne en face, et bien sûr, s'il n'y a pas un niveau de toxicité important, la personne, elle peut plus jouer. C'est vrai. On est obligé d'être deux. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire un jeu psychologique si on ne l'a pas accepté. Alors, quand je dis accepter, bien sûr, on est d'accord, les jeux psychologiques, c'est inconscient. Hein. C'est pour ça que le travail sur les jeux psychologiques qu'on peut faire en thérapie ou dans l'atelier ou même parfois en coaching, pour les personnes qui travaillent le triangle de Karpman, c'est vraiment d'abord de prendre conscience, en fait. Hein. C'est pour ça que identifier toutes les étapes, faire le diagnostic finalement de notre relation, c'est hyper important parce que c'est à partir de là qu'on va pouvoir changer. Si on rejette toute la faute sur l'autre, j'insiste toujours sur cette parenthèse, s'il y a violence, oui, la faute, elle vient de l'autre. Hein, on est d'accord là-dessus, mais je ne parle pas de ces sujets-là. Je parle de sujets où on pourrait essayer de vouloir réparer la relation, donc ce serait possible. Mais si on rejette toute la faute sur l'autre, le problème, c'est qu'on devient dépendant du fait que l'autre doit changer. Et alors, on peut attendre toute sa vie. Alors que si on s'occupe de notre positionnement dans le jeu, justement, comme tu dis, on joue à deux, dans ce cas, si on change ça, et on va changer les réponses qu'on donne à l'autre et donc ça peut changer la dynamique de la relation. Ça, c'est très intéressant. Moi, je dis souvent aux gens qui disent « mais pourquoi c'est à moi de travailler ça ?» Mais c'est vachement bien, en fait, si vous pouvez travailler. Parce que si c'était que de la faute de l'autre, vous vous rendez compte, vous êtes dépendant de l'autre. Alors que là, on reprend son pouvoir d'action. Je peux changer moi des choses. Et puis, si ça fonctionne pas, peut-être je partirai. Mais au moins, je peux changer. En tout cas, pour moi, c'est vraiment dans ma thérapie, ça a été genre une révélation de me dire, mais en fait, je suis pas obligée de subir la vie parce que, voilà, quand on a un trouble anxieux généralisé, tout est anxiogène. Hein. Sortir de chez vous, la pollution, être enfermé dans un métro, ne pas pouvoir sortir quand on veut pour aller aux toilettes. Voilà, bref. Donc, tout est angoissant et on a l'impression qu'on subit et qu'on peut rien faire. Quand j'ai commencé à reprendre du pouvoir en me disant, je peux me déplacer autrement, je peux demander de l'aide, je peux me mettre au bord pour pouvoir sortir, je peux m'autoriser à sortir si j'ai besoin pendant un cours. Quand j'ai repris mon pouvoir d'action, en fait, j'étais déjà vachement moins angoissée. Donc, dans plein d'autres pathologies, quand on peut reprendre sa capacité à agir et pas être en train de subir la vie, ça change tout.
Oui, ben moi j'avais vraiment la blessure de la trahison. Donc moi, mon outil principal, c'était essayer de contrôler l'autre. Et donc je me disais, mais c'est pas possible de toujours vouloir contrôler l'autre. Et puis quand je me suis dit, ben en fait, je peux quand même être au contrôle de ma vie sans avoir à contrôler l'autre. Ben ça m'a libérée vraiment beaucoup, quoi. Beau travail. Ça a pris quelques temps aussi, mais Oui. on y arrive. Oui, c'est vrai qu'il faut avoir en tête que ça prend du temps, hein, parce que ces modèles relationnels qu'on a appris et qui nous amènent à être dans des relations comme ça, ils se sont installés dans le temps. Ils n'ont pas pris 5 minutes, ni même quelques mois à s'installer. Il faut des années, en fait, pour qu'un modèle comme ça s'inscrive dans le cerveau. C'est histoire de plasticité cérébrale, des connexions cérébrales. Donc, ça prend aussi du temps à défaire. Alors, heureusement, ça prend moins de temps à défaire que ça a pris du temps à se construire. Mais tout ce qui relève des traumatismes d'attachement ou des problématiques relationnelles, c'est assez long à défaire. Alors, quand je dis long, je ne parle pas de 10 ans non plus, hein, mais on parle en général, 1, 2 ans, voire plus en thérapie. Oui, puis c'est parce que ça demande en fait consciemment de changer en fait les mécanismes qu'on a, les automatismes. Donc c'est pas du jour au lendemain, c'est sûr. Non. Parce qu'il y a du coaching, il y a de la psychothérapie. Pour moi, en fait, ma plus grande peur en coach, c'est de pas voir si j'ai la bonne limite ou pas vis-à-vis des gens. Parce que je pense qu'il y a des cadres où c'est mieux en psychothérapie, des cadres où le coaching, ça peut aller. Et pour toi, en fait, dans ces relations toxiques ou dans des relations avec des personnes toxiques, jusqu'à quel moment ça peut faire sens d'être dans du coaching et à partir de quel moment c'est plus important d'aller dans la psychothérapie? Parce que j'ai cherché, mais j'ai pas trouvé une règle ou quelque chose et j'avais envie d'avoir ton point de vue là-dessus. Alors, c'est d'autant plus difficile que les formations à la fois en coaching et en psychothérapie sont pas uniformes. C'est-à-dire qu'il y a plein de formations différentes en psychothérapie et il y a plein de formations différentes en coaching. Donc, on peut avoir des coachs qui ont une formation sur plusieurs années et qui vont être capables de traiter des tas de choses et peut-être ce sera pas si différent de la thérapie. Et puis, on peut avoir des psychologues qui ont fait très peu de formation en psychothérapie et qui sont capables de faire du diagnostic, mais mener une psychothérapie, c'est un autre travail et ils sont pas formés à ça et du coup, ça va être un peu délicat. Donc, ce que je vais dire, c'est vraiment à la louche, mais ça dépend vraiment pour moi de la formation qu'on a, du travail personnel aussi qu'on a fait parce que nos patients et vos clients, ils nous font vivre des choses aussi et il faut qu'on soit capable de les gérer pour pas mettre notre propre problématique dans le travail de coaching ou de thérapie. Ça paraît facile dit comme ça, mais clairement, pour moi, ça fait partie des plus gros écueils qu'il peut y avoir dans les thérapies et les coachings, c'est qu'en fait, les praticiens, si je nous mets tous sous ce nom par exemple, en fait, on peut avoir tendance sans le faire exprès, c'est pas, on peut avoir des meilleures intentions du monde, mais en fait, on va agir des choses qui sont pas du tout en lien avec ce qu'on travaille avec le patient, mais qui sont ou le client, mais qui sont en lien avec notre histoire. Donc, pour moi, ça nécessite vraiment, l'accompagnement nécessite un travail personnel important, surtout si on fait de la psychothérapie, parce que là, et c'est là que pour moi il y a une limite, c'est que en psychothérapie, on va aller notamment travailler des traumatismes. Alors ça ne veut pas dire qu'on peut pas régler certains traumatismes en travaillant en coaching, mais il y a certains traumas qui, à mon avis, alors sauf à nouveau, si on a un coach qui a fait, je sais pas moi, 5 ans de formation sur le trauma, etc. Mais sinon, pour moi, c'est vraiment un domaine dans lequel on peut empirer l'état d'une personne. C'est-à-dire que les séances de travail sur ce qui est dur dans notre vie, donc que ce soit en coaching ou en thérapie, ça peut devenir ce qu'on appelle, nous, en psychotraumatologie, des déclencheurs. C'est-à-dire que on peut fonctionner à peu près bien parce qu'on a mis des systèmes de protection, notre forteresse s'est bien construite, mais si tout à coup, le travail qu'on fait en thérapie ou en coaching, il vient avec un gros bélier tout défoncé ou avec des boulets de canon et ça défonce notre barricade, là, à l'intérieur, ça peut être l'effondrement. Donc ça, c'est vraiment la limite. Et pour moi, il faut vraiment être formé à ça pour pouvoir le traiter. Donc pour moi, en coaching, tant qu'on travaille dans le présent et dans le futur, et tant qu'on sait quand même réorienter quand on commence à voir qu'au bout d'une ou deux séances, on a un client qui a des émotions extrêmement intenses et qu'entre les séances, il dort plus, il est irritable, etc. Là, à mon avis, on relève quand même de la psychothérapie pour aller traiter des choses qui sont plus de la structure de la personne finalement et puis d'être capable de faire du diagnostic. Est-ce qu'on est dans un trouble de la personnalité
personnalité, un trouble anxieux, un trouble psychotique, un trouble dissociatif, un trauma complexe, enfin tout un ensemble de choses qu'on peut faire diagnostiquer. Mais après, il y a des choses qui sont similaires pour moi. C'est-à-dire que moi, je suis spécialisée en psychotraumatologie, mais par exemple, en analyse transactionnelle, il y a des choses que je fais. J'ai des collègues, alors l'analyse transactionnelle, c'est une formation longue quand même, mais j'ai des collègues qui sont coachs, qui ont été formés aussi en analyse transactionnelle. Ils font des choses parfois qui sont similaires à ce que je fais. Alors peut-être que il y a des choses qui vont être un tout petit peu différentes. Mais pour moi, vraiment, ça dépend de la formation, du praticien. D'ailleurs, de plus en plus, même moi, je suis passionnée de la recherche en psychothérapie, parce que je suis vraiment hyper intéressée de la recherche sur qu'est-ce qui fonctionne vraiment et qu'est-ce qui fonctionne pas. Et c'est très difficile. Aujourd'hui, il y a des choses qu'on n'arrive pas à déterminer. Donc pour moi, parfois la frontière est pas si simple. Voilà. Et puis il y a des choses qu'on commence à dire de plus en plus, c'est que le thérapeute est un outil, ou le coach est un outil hyper important. Et ça, on enseigne un peu trop des techniques de coaching et de psychothérapie et on oublie de former à comment on utilise nos propres émotions et nos propres histoires pour aider l'autre. Et là, j'ai lu des trucs dernièrement à ce sujet, peut-être on pourrait se diriger un peu vers ça, c'est que nous aussi, on est l'outil et il faut qu'on se forme à être l'outil plus qu'à des techniques. Parce que tu peux faire n'importe quelle technique, j'imagine que tu as des collègues en coaching, vous faites les mêmes techniques et vous n'avez pas forcément les mêmes résultats parce que la manière de l'utiliser va être différente. Et moi, c'est pareil, en EMDR notamment, je parle de ça parce que c'est une technique avec assez protocolisé ou à la rigueur dans la technique on ferait tous la même chose, mais la manière de le faire, ça va tout changer. Donc voilà, c'est pas si simple que ça de faire la différence, mais pour moi voilà, ça pourrait être quand on commence à toucher au trauma. Ouais, je pense que c'est un bon indicateur et aussi ce que tu as dit de la personne, comment elle réagit face à ça, où là on peut se dire là il y a peut-être quelque chose de plus gros et puis je pense que c'est important de le voir le plus tôt possible pour pouvoir adresser à des personnes plus qualifiées que nous dans ce sujet. En fait, on a tous nos qualifications et le tout, c'est de pouvoir travailler ensemble. Moi, j'ai des collègues coachs avec qui je travaille et même des collègues psy qui font d'autres approches que moi. Et le tout, c'est de pouvoir après savoir quand est-ce qu'on se sent compétent ou moins compétent. Et puis aussi, quand est-ce qu'on peut voir. Alors, ça m'est arrivé une seule fois. Mais ça m'est arrivé une fois où j'ai rencontré une personne et à la première séance, j'ai senti que ça allait me déclencher des choses à moi je pouvais pas savoir ce qu'il était de cette personne. Je l'avais vu qu'une fois et pendant une séance, et j'ai senti qu'il y avait quelque chose chez cette personne qui me déclenchait des choses. J'ai tout de suite réorienté, j'ai pas fait payer la séance et voilà. Donc, je pense qu'il faut travailler avec. On peut jamais aider tout le monde. Donc, c'est important de savoir où sont nos limites aussi. Donc, ça s'apprend. Et puis, de pouvoir réorienter quand ça ne fonctionne pas pour nous, quoi. Oui, le ressenti qu'on a, nous, quand on accueille pour la première fois la personne, je pense que c'est aussi un indicateur qu'il faut écouter. Ouais. Parce que en plus, si on n'est pas bien dans la relation thérapeutique, même nous, en tant que praticiens ou praticiennes, en fait, on ne va pas être bon pour la personne. Donc, elle va perdre son temps, son argent, et puis nous, on ne va pas être bien et ça ne va pas marcher. Oui, j'ai ma prof de coaching qui dit il ne faut pas aller dans la piscine avec la personne que tu accompagnes. Et je trouve que c'est une bonne image, en fait, parce que tu te vois en train de nager. C'est un peu dur. Et donc, tu as parlé de ton atelier. Est-ce que tu veux le présenter un petit peu? C'est quoi le but de l'atelier? Qu'est-ce que les personnes font dans cet atelier en ligne? Donc, c'est un atelier en ligne qui se fait. Donc, c'est pas avec des jours de rendez-vous, c'est pas présentiel. Donc, en fait, on a enregistré tout un nombre de vidéos. Et puis, les personnes, une fois qu'elles ont acheté l'accès aux vidéos, donc il y a des vidéos et des documents papier parce qu'on vous a construit des exercices. Et puis, donc une fois que vous avez acheté l'accès, vous le faites quand vous voulez. Et puis, donc il y a plusieurs heures de vidéo, c'est tout un travail. Et ce sont, alors comme tous mes autres ateliers, parce qu'on en a plusieurs. Ce sont vraiment des ateliers concrets, c'est-à-dire c'est pas de la formation, on fait pas de la théorie, enfin s'il y a un peu de théorie pour qu'on comprenne sur quoi on travaille bien sûr, mais on fait pas un cours sur qu'est-ce que c'est une relation toxique, c'est pas un enseignement, c'est vraiment, alors on explique, il y a une vidéo de théorie au début et après c'est terminé, toutes les autres heures de travail, ce sont des exercices. Donc, vous avez des tableaux. Donc, par exemple, on commence par le diagnostic de la relation. Donc, j'explique en gros comment ça fonctionne. Et puis ensuite, hop, vous avez un tableau avec les différentes étapes chronologiques. On vous demande de travailler sur une relation et vous pouvez l'utiliser sur toutes vos relations. Vous pouvez refaire l'atelier autant de fois que vous voulez sur chaque relation que vous voulez diagnostiquer et traiter. Donc voilà, on fait tout un diagnostic. C'est assez long vraiment de diagnostiquer pour que vous puissiez savoir ce sur quoi vous pouvez travailler et ce qui vous appartient à vous et ce qui vous appartient pas à vous.
Parce qu'il y a des choses aussi sur lesquelles on va se rendre compte que, tu parlais de contrôle tout à l'heure, à un moment donné, ça, on va pas vous apprendre dans ces relations-là à contrôler, mais au contraire, peut-être à se dire, peut-être je pourrais lâcher prise. Mais si je lâche pas prise, j'ai certainement une bonne raison. Comme tu disais, notre cerveau, il fait pas les choses juste pour nous emmerder. C'est-à-dire, si toi, tu voulais contrôler, comme tu disais, c'est que tu avais un traumatisme dans tes relations avant. Notre cerveau, je veux dire, il apprend avec ce qu'il vit. S'il a vécu des trahisons, il va se dire non, plus jamais ça. Donc, il va se mettre à mettre en place des stratégies. Donc voilà, on veut diagnostiquer comment fonctionne votre relation, et puis surtout, petit à petit, aller vers qu'est-ce qui m'appartient et que donc je vais pouvoir travailler. Et donc, on va travailler sur les rôles. Est-ce que je suis plus victime, sauveur, etc. De quelle manière, comment, etc. Et puis après, l'étape suivante, on va commencer à travailler à défaire ça. Comment on fait pour changer ces choses-là? Donc, on vous a proposé des visualisations, on vous a proposé d'autres exercices, toujours avec des tableaux. Et puis, ça vous permet d'avoir des pistes. Après, ça remplace pas une thérapie. Donc, ça vous permet de décortiquer un certain nombre de choses. Pour des personnes qui sont déjà en thérapie, qui ont déjà fait une thérapie, ou bien pour qui c'est pas forcément des traumatismes, ça va suffire, en fait, les pistes qu'on a données. Et puis, pour d'autres, c'est arrivé régulièrement que des gens nous disent, en fait, pour moi, ça a permis de identifier là où vraiment j'avais quelque chose à travailler, mais il y a besoin d'une thérapie. Donc après, certaines personnes vont en thérapie. Puis il y a d'autres personnes, alors c'est des choses auxquelles on n'avait pas pensé au début, mais c'est arrivé régulièrement avec divers ateliers, qui nous ont dit, en fait, moi, je suis en thérapie et ça, je l'avais jamais spécifiquement travaillé. Donc, dans l'atelier, j'ai identifié des choses que ensuite j'ai dit à ma thérapeute, tiens, je me suis rendu compte que, et du coup, ils approfondissent en thérapie. Donc, c'est super. Ou en coaching, d'ailleurs. Comme moi, je suis psy, j'ai plus une audience de gens qui sont en thérapie, mais il y a certaines personnes qui sont en coaching qui disent, voilà, du coup, j'en ai parlé dans mon coaching. Donc, voilà. Et donc, on a un autre atelier sur l'héritage familial, mais celui-là, il va bientôt fermer. Les personnes qui sont intéressées, il faut s'y prendre maintenant, le 31 janvier, il n'existe plus. Et puis, aussi le scénario de vie. Donc, c'est aussi un concept d'analyse transactionnelle. En gros, c'est un diagnostic de comment on fonctionne, quelles sont nos croyances, quels sont nos fonctionnements liés à ces croyances et comment on entretient en fait ce système. Donc, pareil, avec plein d'exercices, parce que parfois, on croit se connaître bien et puis quand on fait tous ces exercices, on dit « Ah oui, j'avais pas identifié que je me comportais comme ça parce que j'ai cette croyance, parce que j'ai ce souvenir, etc. » Donc, voilà. Donc, les gens, si ça intéresse, les gens peuvent aller sur catherinelapsy.com et là, vous avez tous les infos sur les ateliers. Oui, je mettrai aussi dans les notes de l'épisode le lien, comme ça ils pourront consulter tous tes ateliers. Et puis pour finir en fait cette interview sur une note un petit peu plus positive, enfin c'était pas négatif, mais pour toi par rapport à ta vision de l'amour, parce que le podcast s'appelle S'ouvrir à l'amour, qu'est-ce qui a changé ta vision de l'amour? Moi, c'est la thérapie. Parce que comme je disais tout à l'heure, moi, j'avais des problèmes dans mes relations et du coup aussi dans mes relations amoureuses. J'ai alimenté des relations toxiques que j'ai eues à cause de mes blessures qui faisaient que, blessures ou traumatismes, qui faisait que je me protégeais beaucoup et j'attaquais beaucoup et donc ça fonctionnait pas. Donc moi c'est vraiment sans la thérapie j'aurais pas pu faire autrement parce que vraiment ça a été un sacré boulot de fond quoi. Et notamment quand on travaille l'attachement en thérapie, il y a la relation au thérapeute qui soigne en fait. Et moi comme je faisais pas confiance, avant que la relation je commence à avoir confiance même en mes psys, ça a déjà été difficile. Il a fallu que j'en voie 7 avant de trouver la personne avec qui je me sentais à peu près à l'aise. Donc c'est la thérapie. Après, sinon, moi, il y a un bouquin que j'adore qui s'appelle L'attachement, un instinct oublié. C'est d'Ivan Viard. C'est, alors j'ai pas du tout je suis pas sponsorisée. Hein. C'est juste que c'est un bouquin que je trouve très pédagogique. Il est pas technique. Enfin, il est technique, mais il est quand même. N'importe qui peut le lire, c'est ça que je voulais dire, c'est pas obligé d'être professionnel de la question. Et ça rappelle comment nos modèles de relations, et notamment de relations amoureuses, comment ça se construit, d'où ça vient, et comment on peut défaire ça. Et elle donne plein d'exemples dedans. Donc, c'est vraiment un bouquin, si ces sujets intéressent les gens, vraiment, je vous recommande parce qu'il nous permet vraiment de bien comprendre pourquoi on est comme on est dans nos relations, et notamment nos relations amoureuses. Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer voilà, et parfois une thérapie est nécessaire, comme c'était mon cas et d'autres personnes. Puis comme je disais tout à l'heure, il y a des gens pour qui les traumatismes peut-être sont moins importants, ou peut-être ils ont déjà fait un travail sur eux, ou peut-être ils sont déjà en thérapie ou en coaching. Et du coup, un bouquin et un atelier, ça va suffire. Quoi. Oui. Et toi ?
Moi aussi, ça a été une thérapie. En fait, c'est la méthode que je pratique actuellement qui, pour moi, m'a vraiment, comme tu as dit, m'a aidé à comprendre en fait d'où est-ce qu'elle venait, en fait, cette blessure de la trahison. Donc moi, j'avais mes parents qui ont divorcé assez tôt et de manière assez violente. Donc pour moi, en fait, c'était comme ma norme en fait en amour. Et puis, après, j'avais pas confiance, j'étais dans la méfiance et je pense que parfois aussi, j'ai poussé les gens à me trahir, à faire tous ces résultats et c'est en travaillant là-dessus que ça m'a vraiment aidé à changer. Puis je remarquais aussi que je me trahissais moi-même beaucoup. C'est-à-dire que j'allais en fait dans des relations qui ne me convenaient pas. Je me mentais à moi-même en fait. Et ça m'a pris... D'abord, j'ai eu le choc de tout ça. Et ça m'a demandé plusieurs années, en fait, pour me reconstruire, oser être moi, oser être différente, et puis de mettre le contrôle sur dire oui à ce que je veux, dire non à ce que je veux pas, et de le dire clairement. Et quand ça a changé, et en travaillant aussi sur ces blessures du passé, je passe par le corps, ça a vraiment changé mes relations, en fait. Je trouve que c'est super important ce que tu dis parce que ça montre combien réussir à prendre conscience de ce qui nous appartient à nous, c'est un choc, quoi. C'est un choc parce que quand on a des traumas, se dire qu'on a participé à des situations dans lesquelles on est mal, ça peut nous amener à nous dévaloriser beaucoup, quoi. Alors qu'en fait, c'est la norme. Ça va être le cas pour la majorité des gens. Mais en fait, quand on est traumatisé, accepter ça, c'est énorme, c'est énorme. Donc déjà, quand on a réussi à faire ça, on a fait toute une partie du boulot de se dire, OK, du coup, j'ai participé aux situations dans lesquelles je me trouve. Mais ce qui est génial après, une fois qu'on peut s'en remettre, c'est OK, mais du coup, je peux agir, quoi. Et comme tu décris, après, tu as pu te libérer, tu as pu arrêter de te trahir, tu as pu te soulager parce que contrôler des relations, c'est hyper fatigant, quoi. Ah oui. Donc, c'est vraiment un gros boulot. C'est pour ça que en tout cas dans cet atelier notamment, mais dans les autres aussi, la partie diagnostiquer ce qui nous appartient, elle prend pas mal de temps parce que déjà, une fois qu'on a réussi à faire ça, après cet atelier sur les relations toxiques, parmi les 3 là qu'on a actuellement, c'est celui où les gens le plus souvent nous disent « Waouh, j'ai eu un petit choc là », parce qu'effectivement, il y a eu cette prise de conscience, alors que dans les autres, les thèmes font que les gens ont déjà conscience de leur part à eux quand ils le font, parce qu'ils sont déjà en train de travailler sur eux. Alors que là, dans Relations toxiques, une partie des gens pensaient qu'on allait leur dire comment faire pour, traiter l'autre, en gros, ou changer l'autre. Et là, ils disent, waouh, OK, c'est vrai, je me suis rendu compte que moi aussi, je faisais quelque chose là-dedans. Alors, ils disent, ça fait un petit choc, quoi, faut se sentir prêt. Puis après, du coup, c'est comme tu l'as dit, c'est libérateur parce que du coup, on peut bosser ça, on peut changer ça, et on peut s'éviter toute l'énergie qu'on dépense à pas se servir soi-même, comme tu dis. Ouais. Oui, pour moi, ça a été vraiment ce moment où je me suis dit, mais en fait, si j'ai fait ça, je peux changer ça et je peux reprendre mon pouvoir. Et ça m'a... Autant la chute le choc était dur, mais autant la prise de pouvoir de sa vie, en fait, était autant puissant, en fait. C'est vraiment... j'avais 25 ans à l'époque, donc ça a vraiment fait comme ça. C'est super. En tout cas, merci beaucoup, Catherine, pour toutes tes informations, tout le partage de ta connaissance. J'ai eu beaucoup de plaisir à faire ce podcast avec toi. Merci encore. Merci beaucoup de m'avoir invitée. Et puis, merci encore pour tout ce que tu fais sur ton compte Instagram. J'adore l'humour avec lequel tu arrives à expliquer des concepts parfois un peu plus complexes et ta mission d'aider les gens en fait à commencer une psychothérapie. Merci beaucoup pour ton travail. Merci beaucoup, Sandy. Si tu apprécies ce podcast, la meilleure façon de m'encourager est de me laisser une revue 5 étoiles sur Apple Podcast ou de transmettre cet épisode à une personne de ton entourage qui en a besoin. Et enfin, si tu es prête à t'ouvrir à l'amour et à transformer ta vie amoureuse, je t'invite à rejoindre mon programme de coaching S'ouvrir à l'amour. Tous les détails se trouvent sur mon site sandykaufman.ch. Et n'oublie pas, il n'y a que tes peurs qui te séparent de l'amour.